Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Vince Kante. Vince est consultant, producteur, animateur, conférencier, DJ. Impossible de le coincer dans une case. Vince a notamment fondé Limite, le média qui aborde les thématiques englobant les limites planétaires. Avec Vince, on a parlé de son parcours tellement atypique, qui force d'ailleurs le respect, de ses remises en question constantes et de son militantisme grandissant. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour Vince et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ah, salut Lo, merci de m'avoir invité. On est bien, on est posé. Merci pour l'eau. L'autre l'eau. L'eau L'eau dans H2O. le verre. Exactement, c'est cool. Je suis ravie de t'avoir ici. Alors, je t'ai un peu stalké sur LinkedIn avant de commencer. Et en fait... You saison 5. Ouais, et waouh, je me suis dit, mais ce gars a eu 60 vies. C'est dingue, je sais pas comment tu as réussi à faire tout ça. Du coup, on va faire un peu marche arrière avant que tu sois à fond vraiment dans les limites planétaires, l'écologie, etc. Mais vraiment, on va retourner vers l'IEX, je pense, quand tu as fait des études en communication, où tu étais, je pense, pas du tout porté sur les sujets écologie, environnement, limites planétaires, me semble-t-il, à l'époque. Ah, vraiment pas du tout. C'était quoi ton quotidien à l'époque ? C'était quoi la vie de Vince ? Voyage, j'ai toujours rêvé de voyager, j'avais envie de voyager, je voulais être Tintin quand j'étais petit. Ah, drôle d'inspiration. Après c'était Son Goku, donc c'est un peu plus difficile à atteindre. Non, je voulais être Tintin parce que, pas Tintin au Congo bien sûr, mais je voulais être Tintin dans la mesure où il voyageait dans le monde, il avait des aventures incroyables, et il allait vraiment dans d'autres civilisations. J'utilise vraiment ce terme, hein, d'autres sociétés. Aujourd'hui, maintenant tu voyages dans le monde, c'est la même civilisation partout, c'est quasiment la même culture macro partout. Et puis te dépayser, tu rentres dans un système très capitaliste, très construit, très fake, très faux. Mais avant, par le passé, moi je me suis dit, j'ai envie de visiter le monde vraiment comme ça. Et donc j'ai fait des études de tourisme et après j'ai été à l'IEX, effectivement, parce que je me suis dit, tiens, ce serait trop cool que je fasse du journalisme et que je raconte ce qui se passe dans le monde. Je voulais être reporter. Je pensais être reporter de guerre, je pensais être reporter en musique, à travers le monde et tout. Mais en tout cas, trouver une raison qui allait m'amener à voyager. Et je l'ai fait. Je l'ai fait avec la musique finalement. Je suis beaucoup parti à l'étranger pour mixer en tant que DJ notamment, mais ça on y reviendra peut-être après. Mais ouais. Mais en tout cas, la com de base, c'était vraiment pour me dire j'ai envie de faire un truc qui va faire que je vais aller un peu partout. Ok, waouh. Donc, pas du tout le même Vince que j'ai en face de moi actuellement. Non, Enfin, sûrement encore pas. des parties qui sont les mêmes. Et donc, du coup, tu fais tes études en tourisme et puis en com. Et puis, t'as fait un peu pigiste à la RTB, me semble-t-il. Donc, tu commences dans le journalisme. Avant l'IEX même, figure-toi. Ah ouais ? Ouais, mon prof de gym était présentateur de l'émission de foot. Et il faisait ça de temps en temps. Et il me disait, tiens, on cherche des pigistes pour le championnat belge en foot, pour noter ce qui se passe dans les matchs de foot, pour faire les montages, est-ce que ça te dit ? C'était sur cassette, ça fait trop old school quand je dis ça, c'est ouf, mais la RTB fallait passer au numérique. Je suis arrivé dans la transition entre digital analogique et numérique. Ça te rajeunit pas de dire ça. Ouais, je te jure, c'est un truc de dingue. Et en plus, on faisait allusion à ton matériel qui est genre 4 fois plus léger que le matériel que j'avais avant. Mais soit, et en fait, à la RTBF, ouais, donc c'était le sport. Et j'ai commencé à 17 ans là-bas. Et ça m'a confirmé de me dire, ok, j'ai déjà un pied dans les médias, autant aller faire des études de com, quoi. Ouais, pour continuer sur ta lancée. Et donc, du coup, la com, ça se passe bien Oui et non, je rate ma première, je réussis, je passe en deuxième, je rate ma deuxième, je vais vraiment à mon aise. J'étudie pas en fait, j'étudiais pas, je bloquais pas, je faisais pas de blocus. Je culpabilisais, je voyais tous mes potes en mode ils s'enfermaient, ils attrapaient des grosses barbes. Ouais, je fais un blocus. Je dis blocus, putain, c'est quoi ce truc? Mais en fait, à chaque fois, tu sais, j'avais mes examens de passage là, et en fait, à chaque fois, tu sais, c'était sur le fil et je me dis bon, allez, c'est bon, je vais commencer à étudier. Dès que j'ai commencé à étudier, boum, là, c'est bon, c'était ok, quoi. C'était ok. Mais j'ai pas terminé l'IEX, j'ai pas fait de master parce que en fait, c'est pas que je voyais pas l'utilité,
c'est que je me suis dit, c'est bon, si j'avais pas raté ma première et ma deuxième, j'aurais peut-être pris le temps, mais j'étais dans des circonstances où j'étais travaillé déjà en radio, j'étais déjà sur Fun Radio, j'avais des opportunités assez conséquentes, et je me suis dit, ouais, si je fais mes études et que je fais la radio en même temps, ça va pas le faire, fais un choix, vas-y, je fonce dans la radio et let's go. Et du coup, pendant des années, tu es animateur donc sur Fun Radio puis sur Énergie, il me semble. Ouais, Et c'est encore un autre pan de ta vie, ça. Donc, on n'est plus du tout sur le reportage, on est sur l'animation. et même plus dans le sport, parce que je faisais tout mon travail avec RTL et RTBF à ce moment-là. C'était qu'en rapport avec le football, le foot uniquement. Et là, ouais, c'est plus de. Quand j'arrive sur Fun, c'est des émissions hip-hop de base. Moi, j'adore le hip-hop, j'adore le rap, et donc je faisais que ça. Je me suis dit, tu sais, comment est-ce que je peux faire en sorte de faire ce que j'ai envie de faire, faire ce que j'aime. Pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que j'aime, c'est le rap et la musique en général. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des émissions là-dedans. Et donc, j'avais mon émission rap qui s'appelait Keep It Real. Et puis, j'avais mon émission électro qui s'appelait Keep It Club. Et puis après, je suis passé en libre antenne, effectivement, où là, c'était tous les sujets, c'était tous les soirs. Et ma première saison, d'ailleurs, a été très complexe. C'était 2010-2011, je crois, parce que je faisais un 7 sur 7. C'est-à-dire que j'étais en radio du lundi au lundi. Du dimanche au jeudi, je faisais la libre antenne. Le vendredi soir, je faisais mon émission de rap. Et le samedi soir, je faisais mon émission électro. Donc, tu bossais comme un dingue. Ouais, pendant une année comme ça, j'ai été à fond. Je partais du principe que je devais encore acquérir l'expérience. Et je voulais être sûr de pouvoir maîtriser plein de formats différents en radio. Pour me dire que si demain, j'ai pas, quel que soit l'âge que j'ai besoin d'un format en radio, ou qu'on me demande quelque chose, ça, je le claque des doigts et je sais le sortir, quoi. Et donc, tu étais DJ en même temps ou ça vient après le fait Ça que vient tu après. mixes? Ça vient après par frustration, figure-toi. J'adore la musique, je suis MC, parce que bon, t'es animateur radio, on te sollicite dès que t'as une petite notoriété, et encore, j'étais MC avant même d'avoir une notoriété. On te passe un micro en soirée, t'as des potes DJ, ah vas-y Vince, tiens, prends le micro. Bah, t'essayes un peu, t'imites un peu ce que t'as déjà entendu, puis tu dis, ah tiens, je vais taper quelques petits mots en anglais, et tu vois que les gens qui réagissent, tu dis, ah c'est cool, et donc le MCing est venu très vite, en anglais, français. Et j'étais très frustré parce que j'étais à côté de DJ qui ne sentaient pas le public, qui n'interagissaient pas avec le public, qui étaient trop coincés dans leur bulle et qui imposaient leur choix, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui ne voulaient... Allez, pour eux, la soirée, c'était pas les gens, c'était eux-mêmes. Et ça me frustrait beaucoup parce qu'on n'arrivait pas à atteindre des paroxysmes en soirée où vraiment tout le monde s'ambiance, danse, chante, qu'il y a vraiment cette connexion, cette énergie. Et je me suis dit, non, mais il faut que je devienne DJ parce que c'est pas possible. Il y a un Ils jouent manque, pas. quoi. Ouais, voilà, il y a un manque, mais ça veut pas dire que j'allais apporter quelque chose de plus. Mais j'étais frustré parce que je n'étais pas au contrôle à 100%. Et comme j'avais acquis beaucoup d'expérience en côtoyant des DJ très très doués, ben forcément, je voyais directement quand j'étais booké un peu à gauche à droite les lacunes. Et je me suis dit, non, tu peux pas être. En fait, si tu es MC pour un DJ qui fait ça mal, bah, le problème c'est que le public part du principe que c'est ta faute. Toi en tant qu'MC, après on vient de dire ouais ta soirée elle est nulle, ouais Vince t'es éclaté ce soir et tu dis mais c'est pas moi qui met la musique, ouais mais c'est toi qui ambiance. Et je dis ouais mais c'est difficile d'ambiancer sur des sons que vous connaissez pas quoi, on n'y arrive pas, ça doit être une alchimie. Et à ce moment-là bah, j'avais mes platines à la maison. Et je me suis dit, vas-y, et j'ai appris en 24 heures à mixer parce que grand flemmard que je suis, euh, j'ai été booké pour une soirée, c'était en 2013, et cette soirée, en fait, 2012, pardon, c'était en 2012, et cette soirée, on me dit, on met mon nom tout de suite en tant que DJ. Et moi, je dis, mais attends, j'ai pas encore faire en soirée, ah, mais c'est bon, c'est fait, ok. Tant pis. Et moi, à chaque fois, j'ai une pression tous les jours, j'y pense, je dis, putain, il faut que je mixe, il faut que je mixe, il faut que je mixe, il faut que j'apprenne, mais je grattais un petit peu, quoi, mais j'avais pas de set prévu et prêt pour mixer en soirée. Et je crois que je suis à 24 heures de la soirée et je me dis, bon, ok, on y va. Et pendant 24 heures, j'ai charbonné pour préparer un show, pour bien réfléchir à mes trucs et machin. Et au final, bah, quand j'ai fait, bah, ça a coulé. Et donc, je m'étais mis beaucoup de pression inutilement. Tu fonctionnes à la dernière minute, toujours? Pas toujours. Ça dépend ce que c'est. Quand c'est quelque chose que je ressens au fond de mon cœur, oui. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a le meilleur rendu. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est plus sur la longueur, la durée, tu vois, par exemple, mixer, je n'étais pas sûr de faire une carrière de ça. Je me suis dit, je vais faire un one-shot, on va voir ce qui se passe. J'ai fait le one-shot, c'était génial. Je me dis, ok, là, je vais quand même travailler plus sur la longueur et j'ai plus développé l'idée. Mais si demain, tu me dis, ouais, Vince, il y a une opportunité de malade, je vais pas réfléchir à comment je dois le faire, je vais y aller, je vais le faire. Et si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, en fonction de ça, je regarde si je prépare mon cerveau, en quelque sorte,
à devoir planifier ça sur la longueur. Ok. C'est le meilleur exemple avec Limite. Limite, c'est je fonce dans le tas. Et j'ai vu Janko, on a fait une vidéo, on a foncé dans le tas. Il n'y avait pas de réflexion, je savais pas ce que j'allais lui dire avant, on a juste foncé dans le tas. Et ensuite, bah, il y a eu des résultats, une demande, on va planifier. Dingue, et ça marche super bien. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup tes Sympa. vidéos. Merci. Et donc, du coup, ouais, t'es lancé là dans le grand bain de la musique et tu fais ça pendant des années et là, tu vis la grande vie, quoi. Bah, la grande vie, c'est relatif. C'est relatif quand tu es en Belgique, c'est-à-dire que je suis pas une star non plus. Je suis une personnalité locale. La Belgique francophone, pour moi, c'est totalement local. Et alors oui, il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue. Oui, il y avait de la folie devant les écoles, etc. C'était une période, en tout cas avant les réseaux sociaux, ou en tout cas avant les réseaux sociaux dans le téléphone, qui faisaient que les jeunes n'avaient pas des masses de choix. Ils avaient juste un truc. Ils se disaient, bon, on va écouter Vince, c'est tout. Et c'est une vie de privilège immense. Parce que quand on te connaît, on te file tes vêtements, on t'a accès à tout, tu arrives au restaurant, et l'addition, c'est pour nous, monsieur. Ah bon, pourquoi? Oui, le chef est fan de votre émission, il vous écoute le soir. Ah, waouh, merci. Euh, c'est plein de petites attentions comme ça, genre tu prends un avion et quand tu arrives à la caisse, il y a enfin à la caisse, tu n'arrives pas à la caisse, mais quand tu enregistres tes bagages, il y a l'hôtesse de terre, la steward qui te reconnaît et hop, qui t'upgrade en business. Oh purée, pourquoi? Merci. C'est tout des privilèges comme ça quand tu as une notoriété auquel tu t'habitues. Et en fait, tu as l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel, meilleur que la moyenne, meilleur que les autres. Tu as charbonné pour arriver là où tu es particulier, tu es une anomalie dans la matrice et beaucoup de narcissisme, beaucoup d'ego te font croire qu'en fait, tu es extraordinaire. Et alors oui, il y a quelque chose d'extraordinaire derrière, comme n'importe quelle personne qui est douée dans quelque chose, c'est extraordinaire. Mais à ce moment-là, c'est la grande vie, dans un sens, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de facilité. Quand tu as un nom, tu demandes ce que tu veux à n'importe quelle personne, tout le monde dit oui, même quand c'est pas légitime. Et j'ai toujours eu des limites, mais je voyais très bien que des personnes pouvaient être très réceptives à ça et qu'on pouvait parfois, on pouvait. Enfin, j'ai vu des gens abuser de ça, quoi. J'ai vu des gens abuser de ça. Peut-être que d'une certaine façon, avec mes valeurs qui ont beaucoup évolué, j'en ai peut-être abusé à des moments, tu vois. Ça, c'est pas à moi de devoir le dire. C'est peut-être à des personnes qui en auraient potentiellement été victimes ou non. Euh, Genre de me dire, ouais, je sais que lui il va me filer gratos, je vais y aller, il va me filer des trucs gratos, tu vois. Euh, mais ça déconnecte complètement de la réalité de Monsieur, Madame, tout le monde. Et au-delà de ça, ça déconnecte complètement de la réalité de la situation humaine et de cette vie incroyable que nous vivons depuis ces 50 dernières années, 50-70 dernières années. Inédit dans l'histoire de l'humanité, mais alors quand tu vis encore plus de privilèges, forcément, ça te fait perdre le fil de la rationalité, quoi. Et du coup, la claque, elle arrive quand? Le retour à la réalité, le shift Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui est toujours latent, qui a toujours été là. C'est celui de mon enfance au Sénégal. Alors, j'ai pas vécu au Sénégal, j'y allais en vacances. Mon père m'y amenait souvent. Et au Sénégal, il y avait deux cas de figure. Soit j'y allais avec ma mère et mon père et on était à l'hôtel. 4 étoiles, piscine, parfois 5 étoiles, plage privée, privative. Tu fais ce que tu veux, du ski nautique, tout ce que tu veux. T'as de la famille là-bas, J'ai la t'allais famille voir au la Sénégal. famille. Ouais. Mais justement, c'est ça. Soit on allait dans ce cadre-là, soit j'allais avec mon père et on était en mode à l'ancienne. On allait voir la famille. Même dans les deux cas de figure, on allait voir la famille, mais on pouvait aller vivre chez la famille. Et là, autre vie, autre réalité, autre rue, autre décor, autre vie, autre vécu, quoi, autre vie. Et forcément, dans les hôtels, il n'y a pas de coupure de courant. Et si le courant pète, tu as un groupe électrogène. Quand tu es chez la famille, que le courant pète, le courant a pété. Et c'est fini. Et il n'y a pas de courant pendant. Enfin, c'est pas fini définitivement, mais il y a des coupures par quartier qui peuvent durer 5 heures, 10 heures. Et je me rappellerai toute ma vie avoir vécu une coupure qui a duré une semaine. Une semaine sans eau et pardon, une semaine sans électricité, non, 10 jours sans électricité et une semaine sans eau. Ils avaient écrit dans le journal, attention, gros jour il y avait sécheresse et en plus de ça, quand il y a trop de demandes en énergie, on coupe les quartiers pauvres, hein, faut savoir, on coupe pas les quartiers riches, Évidemment. on les coupe jamais. Pourtant, ils ont les moyens d'avoir des groupes. Mais c'est ça que j'ai vécu. Et à ce moment-là, quand tu es jeune et que tu dis, ok, pourquoi dans tel quartier où il y a les belles voitures, avec les miradors, avec les barbelés, parce qu'il y a de la sécurité, et des gardiens, on coupe pas le courant, tout est propre. Pourquoi dans les quartiers pauvres, c'est comme ça?
Pourquoi est-ce que à l'hôtel, dans la plage où j'étais, il y a que des blancs et de l'autre côté, il y a plein de monde, la plage est bondée, il y a que des noirs. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir ici? C'est parce que c'est payant, c'est 1500 euros. 1500 CFA, pardon. Mais même s'ils payent 1500 CFA pour accéder à la plage, on leur refuse l'accès à la plage. Tout ça, je le vois, je le vis. Et t'as quel âge? J'ai entre 5 et 10 ans. Et je le vis chaque année, cette disparité. Je reviens en Belgique, je vois la différence nord-sud. Et quand je pose des questions à mes professeurs, ou à ma mère, ou à ma grand-mère, ou même à mon père, la réponse commune est: les Sénégalais sont bêtes, l'Afrique est bête, ils n'ont pas réussi à se débrouiller depuis la fin de la colonisation. Moi, mais ma mère disait: oh, tu sais, ils pensent différemment que nous, hein. Elle n'est pas raciste, ma mère. Enfin, si, elle est raciste, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est raciste. C'est intégré, quoi, j'imagine. Intégré, c'est bouffé. Le jour où, quand j'ai des ces conversations comme ça avec elle, il y a une grosse dissonance. Elle ne le comprend pas. Mais c'est pas grave. Ma grand-mère, elle, raciste à fond. Alors là, à fond. Et jamais les deux ont dit: oh oui, c'est vrai, on l'est, hein. Ouais, soit. Et mon père aussi, malheureusement. Mon père, c'est un peu le. Enfin, il faut pas lui en vouloir, mais c'est celui qu'on peut considérer comme le parvenu, celui qui a réussi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as vécu les galères et que tu arrives en Europe et que tu arrives à avoir une vie en Europe? Bah, tu veux montrer à tes frangins, tu veux montrer à ta famille qui est restée au pays parfois, que tu as mieux réussi qu'eux, parce qu'il y a une hiérarchie qui s'est mise dans la tête de tout le monde, du petit village en Afrique jusque dans les tours de New York, de Washington ou de Los Angeles ou de Shanghai. Il y a une hiérarchie de la réussite. Et mon père l'a vécu. Et donc mon père, c'était oui, moi si j'ai réussi, c'est parce que je suis plus intelligent qu'eux. Regarde, ils sont bêtes. Et moi, le mythe de la méritocratie, quoi, un peu. Mais totalement, mais complètement intégré. Et donc ça, c'est le truc latent. C'est cette différence nord-sud, c'est cette transformation rapide de l'environnement que tu ne... Moi, j'étais dans un quartier à Bruxelles, par exemple, et tu vas comprendre pourquoi je fais ce parallèle, où j'ai vu l'expansion du quartier. J'étais à Anderlecht, pour ceux qui connaissent cette zone, à Bruxelles, près de l'hôpital Erasme. Il y avait quatre bâtiments et c'est tout. Et avec des champs de maïs autour. Et c'est tout ce qu'il y avait. Et j'ai connu la construction du métro, j'ai connu la construction du Cora, pardon, de la station d'essence en dessous, de la pharmacie, du concessionnaire Citroën qui est devenu Electrodépôt, du Quick, du Décathlon, et de l'hôpital Erasme qui était tout au fond, il n'y avait que lui, avec des champs de maïs, et de tous des complexes pharmaceutiques qui se sont construits, L'Oréal qui s'est installé, complexe hôtelier qui s'est installé, métro, tout. Et donc j'ai vu cette transformation, mais sur une base qui est équivalente plus ou moins à 2-3 km de profondeur, tu vois. Ah, la ville s'est étendue sur 3 km. Au Sénégal, c'est bien pire. Au Sénégal, l'endroit où on allait avant, il y avait une végétation dense, à Dakar même, hein, qui pourtant est assez sec. Il y avait une végétation dense avec des varans, avec toute une vie. Je me rappelle de ça, village de Ngor, je suis petit. Eh ben, aujourd'hui, tu y vas avec des bâtiments. Toute la biodiversité a été anéantie, annihilée. Dans Dakar, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de zones densément peuplées d'animaux sauvages, etc. C'est fini, ça. Ça, je l'ai vécu. Et ça me faisait mal au cœur quand j'étais petit en me disant: ah, c'est dommage, parce que avant qu'il y ait la construction de tous ces lotissements et toutes ces maisons, quand j'y allais pendant mon adolescence, donc j'ai vécu pendant mon enfance la forêt là-bas, enfin une forme de jungle devant la mer. Et puis ensuite, j'ai connu la destruction, et pendant 10 ans, c'était un lieu où on achetait des déchets. Donc en fait, c'était des dépôts d'immondices. Et puis par la suite, ils ont enfin construit des bâtiments. Mais ça a créé, enfin, c'est des trucs de fou qu'ils ont fait. Ils ont éloigné le rivage. Mon tonton, il avait une maison en bord de mer. Et quand j'ai été le voir à sa maison, j'ai pas reconnu la maison. J'ai dit: mais t'as déménagé, tonton? Il dit: non, non, je suis resté au même endroit. J'ai dit: mais tonton, je me rappelle, j'avais 8 ans, il y avait la mer qui tapait sur l'avant de... Ah non, c'est fini. Et en fait, ils ont levé le niveau de la terre sur la mer sur 1 km de profondeur, quoi. Donc maintenant, elle est à 1 km de chez lui. Et la plage et la mer est à 1 km de chez lui. Tu te rends compte de la transformation de l'environnement. Mais la mer est revenue de temps à autre en cas de tempête. Parce que évidemment. Voilà, elle revient toujours à son état initial et machin. Et puis elle est repartie parce qu'ils ont relevé, etc. Et ça, quand tu le vis de près, quand tu le vis dans ta vie, c'est toujours quelque chose qui reste en toi. Et le moment où il y a le basculement, la grosse transformation, c'était au confinement. Quand il y a eu la pandémie, que la crise a commencé, tout s'est arrêté. Le système néolibéral capitaliste a ralenti, il ne s'est pas arrêté, il a ralenti drastiquement. Il a été très résilient, il a commencé à il ne faut pas que je tombe, il faut que je maintienne. Et là,
comme un lapin que tu sors d'un chapeau magique, tout d'un coup, tout devenait possible. Tu es payé par l'État. L'État te donne de l'argent et trouve des sommes colossales où je t'ai mieux payé avec mon droit passerelle qu'avec mon travail en tant qu'indépendant. Je me dis, ah, c'est drôle ça. Et là, tout d'un coup, tout devient possible et l'impossible devient possible. Que les gens restent tous chez eux. On développe et on accélère à une vitesse colossale le développement des vaccins. On accélère à une vitesse colossale les connexions vidéo call, vidéoconférence. Il n'y avait que Skype, c'était un peu éclaté. Tout d'un coup, bam, on passe à des niveaux de ouf. Et là, je me dis, ok, donc quand il y a un événement, une singularité, on transforme la société. Mais en fait, donc ça veut dire que tout le reste est une arnaque, c'est-à-dire qu'on peut transformer la société quand on veut. Ouais, et qu'on On doit pourrait pas la rendre plus attendre, juste. voilà, on doit pas attendre un événement colossal pour se dire on change tout. Quand on sait, on a des informations sur un jour, on peut tout changer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah si on peut changer, alors maintenant il est temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Répondre à ces questions, j'avais déjà étudié ça à l'école, l'histoire, la décolonisation, tout ce que tu veux. Mais je me suis juste dit, ok, maintenant il va falloir remettre le fil rouge et remettre tout à bout, et bout à bout, le colonialisme, l'extractivisme, le néolibéralisme, le capitalisme, l'histoire des idées, les guerres, la géopolitique et l'environnement et les ressources. Quel est le point commun entre tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel effet a eu? Quelle chose a eu quel effet sur quoi? Et ça a été une période où, quand on a tout fermé, où j'ai lu, où j'ai écouté beaucoup de conférences, où j'ai assisté beaucoup à des webinaires online. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de podcasts. J'ai les livres, voilà, online, tout. Je lisais des articles. Je commençais à lire des articles de publications scientifiques, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et je tombe dans un autre monde. Et à l'époque, on peut dire que tu étais un peu influenceur parce que tu avais une activité aussi sur les réseaux sociaux, Ouais. de mise en avant de J'étais produits. au paroxysme de la radio, donc forcément, j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés sur les réseaux, toujours localement par rapport à la Belgique francophone. Et ouais, j'avais des partenariats avec des marques, Samsung, Mercedes, Suzuki, Brussels Airlines, plein de trucs. J'avais plein de marques, plein de partenariats avec eux. Et donc, ça me semble complètement dingue, mais donc tu es influenceur et animateur radio. Tu as ces partenariats avec des marques toujours plus problématiques, si tu m'accordes le mot. Et puis, tu remets tout ça en question, mais c'est complètement dingue. En l'espace d'un confinement, tu détricotes toute la pelote de laine et là, tu changes drastiquement. Ouais. En fait, tu comprends quand tu as creusé les problématiques de l'anthropocène aujourd'hui, d'ailleurs qu'il faut politiser le plus vite possible, parce qu'on a souvent tendance à regarder les choses plus par rapport à le changement climatique, les effondrements de biodiversité, les limites planétaires. Non, c'est de regarder nous dans un miroir en disant nous, notre impact sur le monde. Et donc, c'est vraiment l'anthropocène que j'ai creusé. Donc, ça allait beaucoup plus loin jusque le changement climatique. Mais l'humanité a déjà changé le climat. L'arrivée de Christophe Colomb a eu un impact sur le climat de façon indirecte. Sur les peuples autochtones qui ont été massivement démolis par les pandémies que nous avons ramenées, enfin que l'Europe a ramené. Et donc, en fait, toute cette végétation qui a repris le contrôle, parce qu'ils faisaient de l'agriculture aussi, en fait, a augmenté les puits de carbone et a eu un effet sur le climat qui a été démontré dans les strates, etc. Donc là, tu te dis, waouh! C'est intéressant d'analyser plus les choses depuis bien plus longtemps que juste sur la grande accélération des années 50 où on envoyait beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il fallait comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, quel est l'aspect psychologique et neuronal qui nous a amené nous à être là, sans rentrer dans des théories de c'est le striatum, c'est de machin, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est plus se dire ok, prenons du recul, on vient d'où? Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé? Pourquoi est-ce que l'agriculture est un modèle qui a marché comparé au fait d'être chasseur-cueilleur, alors que pourtant on mourait plus jeune quand on faisait l'agriculture? Comprendre un peu tout cet tenant et aboutissant, l'énergie aussi, à quel moment il est rentré en ligne de compte. Tiens, autant d'énergie, de calories, de légumes. Quand tu les manges toi en tant qu'être humain, ça te permet de développer un travail de autant de joules dans l'année. Mais si tu donnes cette même quantité à des animaux de trait, etc., ça permet de développer plus. Et là, tu comprends un peu le mécanisme de la domestication de tout ce qu'on a, la création des outils. Pourquoi on a utilisé tel outil? Pourquoi on est passé à tel outil? Pourquoi on a abandonné ça? Et tout ce fil rouge se crée en fait et commence à avoir vraiment une ampleur colossale qui est l'anthropocène. Et à ce moment-là, forcément, quand tu te regardes toi en tant qu'être humain dans le miroir, avec tout ce que tu as fait avant, tu as d'office la phase de la culpabilité.
tout en n'ayant pas de culpabilité, parce que tu es un grain de poussière dans les 8 milliards d'habitants sur Terre, mais tu es encore plus de ça, un grain de poussière dans tous les êtres humains qui ont existé depuis qu'il y a des êtres humains, depuis plus de 2 millions d'années. Donc là, c'est juste se dire, ok, voyons les faits, voyons les modèles, voyons les mesures, où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. On va vers ça. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Mon mode de vie, mon besoin d'énergie et de matière, ce que je montre comme exemple qui donne une direction qui n'est pas tenable et qu'on ne pourra pas tenir. Même si on le voulait, on ne pourra jamais le faire. Avec toutes ces informations-là et en sachant que mes enfants, si rien ne change, ont de fortes chances de ne pas du tout vivre la même vie que moi, ni celle de leurs arrière-grands-parents, mais quelque chose de bien pire, et que ça peut basculer maintenant, pendant qu'on est en train de faire ce podcast, et qu'il y ait des effets dominos, comme un El Niño, comme la MOC, une étude vient de sortir, comme quoi la MOC va s'arrêter, ce qui est cataclysmique, dont le Gulf Stream fait partie, enfin le courant atlantique. Entre 2025 et 2090, ça peut se passer à n'importe quel moment là-dedans, fait qu'il y a plein de points de bascule et que tu te dis, ok, bah, en sachant ça, j'ai deux choix. Je ferme les yeux, best life, YOLO, on en a rien à foutre, on y va à fond. Tant pis pour mes gosses. Tant pis pour mes gosses, tant pis pour moi, tant pis pour leurs enfants, tant pis pour l'humanité. Je brûle un pneu, je mange du Nutella et on s'en balèque. Et beaucoup de gens préfèrent ça. Mais c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans ma base. C'est-à-dire que en faisant ça, j'aurais culpabilisé, j'aurais pas été droit en adéquation avec mes principes, avec mes valeurs et avec mon âme en quelque sorte. Et j'ai décidé de me dire, ok, non, bah, je vais faire l'autre. Je vais essayer de tout arrêter. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas tout. Quand tu vis à Bruxelles, que tu as des enfants, que tu es accompagné d'une charmante demoiselle qui est ma chère et tante, qui aspire à faire des choses et qui, elle aussi, comme elle a des origines africaines et qu'elle n'a pas pris l'avion de sa vie, et ça, doit le faire, en fait. Juste d'un point de vue équité, en quelque sorte, de justice sociale. Là, tu commences à réfléchir, mais tu dis, mais quoi qu'il arrive, bosser avec PlayStation, non. Bosser avec Coca-Cola, non. Bosser avec toutes les marques de boissons, tout ce qui génère du plastique, non. Et ça, du jour au lendemain. Tu décides du jour au lendemain. En fait, quand tu comprends les mesures et les données, le calcul est vite fait. Tu sais ce que tu peux plus faire. Et par rapport à ton job, parce que... Tu essaies de le transformer de l'intérieur, et si ça ne veut pas, bah, tu te barres. Ou on veut pas de toi. C'est ce genre de choses, et donc c'est par ça que je suis passé. J'ai développé à partir de 2020, je bascule. Un an plus tard, après pendant une année avoir emmagasiné toutes les infos, je commence à bosser sur un gros projet qui est 1.5 degré, qui est une vidéo dans laquelle il y a Jean Covici, Pablo Servigne et Rocaille Diallo. Et plein de gens ne voyaient pas le point commun qu'il pouvait y avoir entre une personne qui parle de justice sociale et de décolonisation, un gars qui parle d'effondrement de biodiversité et un autre qui parle de changement climatique et de rupture et de contraction énergétique. Et personne ne comprenait le point commun. Et j'avais fait une vidéo qui expliquait tous les points communs. Et on la comprenait pas. Et si on la comprenait, en disant ça amène un discours qu'on n'a pas l'habitude. Et en fait, j'avais bien compris que je m'étais trop formé. J'avais été trop loin. Et que mon discours est passé... il était inaudible. Il était radical. Et la radicalité crée directement tous les pires mécanismes de défense psychologique que sont d'abord le déni et ensuite l'attaque ad personam, ad hominem. Oui, mais Vince, tu n'as pas de formation. Oui, mais Vince, t'es animateur radio. Oui, mais Vince, t'exagères. Oui, mais voilà. Tous les gesticulations possibles face à une réalité qui se retrouve en face, quoi. Et donc, il y a des gens, je ne suis pas le seul, comme ça, il y en a beaucoup, et il y a deux choix. Soit tu restes, tu prends sur toi et tu transformes de l'intérieur, ça prend du temps. Soit tu te barres, tu vas très vite, et tu secoues tout, tu fais la révolution et tu crées ton truc de ton côté. C'est ce que j'ai décidé de faire. Mais les deux méthodes sont bonnes. Il faut des deux. Il faut quelqu'un qui reste à l'intérieur et qui transforme de l'intérieur. Et il faut quelqu'un qui secoue en disant « je me barre » et qui fait son truc de son côté. Et qui fait du bruit. Et donc, c'est comme ça que tu quittes la radio. Le monde de la radio, l'influence, enfin, tu la transformes. Des réseaux sociaux, même le DJing. En fait, tu sais, je n'avais plus le secteur dans lequel j'étais, c'était un DJing très pop, très alcool, très festival, très club.
et dont le seul et unique but, par exemple, de ma présence en radio, c'est d'être un élément qui détermine de l'audience et une image pour la radio dans laquelle je Et suis de faire qui la va pub. ramener des gens pour valoriser de la publicité. Donc moi, je me suis dit, bosser en radio pour avoir des partenariats avec Golden Palace pour inciter les gens à aller faire des jeux d'argent, non. Parce qu'on sait très bien que tu fais des jeux d'argent à partir du moment où ta situation devient précaire. Donc en fait, plus tu vois une ville ou un pays avec des jeux d'argent légalisés que tu vois à tous les bouts de rue, bah, plus malheureusement, économiquement, ça va mal. Il y a une étude d'ailleurs qui le détermine. Donc moi, c'était pas possible. Et pareil pour les clubs. Venir et être un argument et devoir mixer pour des personnes pour qui s'amusent, c'est cool. Mais en fait, ils s'amusent parce qu'ils prennent de l'alcool, qui est une forme de drogue. Ça veut pas dire que tu bois pas ton petit verre de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais pour le patron de la boîte, tout ce qui l'intéresse, c'est faire du chiffre. Tout à fait. Et le monde de la nuit des clubs m'a dégoûté dans plein de choses parce que la femme devient un objet qui rentre gratuitement juste parce que elle devient un argument pour des mecs en chaleur et des charros de montrer qu'ils ont la plus grosse tub, excuse-moi, en sortant Y a le pas de plus de problème. bouteilles possible, pour montrer que ce sont les rois de mon pet. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans un truc qui est un mensonge. Tu te retrouves dans de l'artificiel, où des filles tombent dans des pièges de gars qui leur donnent tout ce que tu veux, ou de la drogue circule, pas constamment. Il y a des endroits où c'est très bien, tu as des bons patrons de boîte qui font en sorte que ce soit sain. Mais tu as des pauvres demoiselles qui se retrouvent en dehors de leur position de femme. Elles deviennent des objets, elles ne se rendent même pas compte qu'elles deviennent des objets. Et des mecs usent et abusent du fait qu'ils ont le pouvoir. Et j'ai vu trop de dérives, j'ai vu trop de choses qui ont fait que tu te dis, toi en tant que DJ, tu mets de la musique, tu participes à ça, tu pars du principe, ouais, mais les gens, ils ont qu'à s'éduquer. Non. Plus il y a une bonne ambiance, plus les gens boivent de l'alcool. Donc plus tu vas foutre le bordel, plus les gens vont se saouler. Donc en fait, plus tu participes à ce qui détériore leur écologie intérieure, plus tu participes à... Alors il y en a qui le vivent bien l'alcool là-dedans, qui ont l'alcool joyeux, mais il y en a qui ont l'alcool sombre. Et ce modèle-là, ultra capitaliste, ils s'en foutent, ils veulent juste du cash, il faut que l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre. Et en pire, c'est que c'est de l'argent au noir. Quand tu arrives et tu demandes une facture, oh, ça râle, oh mais non, alors du coup tu demandes tu dois supplier pour avoir ta facture, et c'est de l'argent cash, et l'argent cash, de ce que j'ai pu voir dans ce milieu-là, ça, j'ai vu des patrons de boîtes qui se prenaient pour des mafieux, quoi. Ah ouais. Ouais, et ça m'a dégoûté, donc le DJing aussi, je l'ai arrêté. J'étais pas à mon aise. Le jour où j'ai vraiment eu mon éveil, j'avais jamais parlé de ça. C'est le jour où Weshden est venu dans une boîte qui s'appelle le Mirano. J'étais le DJ principal de la soirée. Déjà des soirées qui s'appelaient Fuck Me I'm Student, tu vois. Ah, Déjà juste le juste terme le titre, ça va pas quoi. qui vient de David Guetta, Fuck Me I'm Famous. Hmm. Donc déjà en plus de ça, mais soit. Enfin tu vois, c'est le côté très tendancieux, très addiction, très voilà. Il n'y a pas de limite quoi. Et je me sentais plus bien là-dedans. Parce que forcément, quand tu as ton éveil écologique, tu comprends et tu vois les problèmes dans chaque chose. Tu vois ce qui incite à des comportements dangereux, etc. Ou qui font qu'on continue ce système-là. Et quand tu as Weshden qui monte sur la scène et que tu vois tous ces jeunes qui filment tous avec leur téléphone, au lieu de vivre le moment. On s'en fout que la musique de Weshden t'aimes pas. C'est pas le truc de Weshden. Ça aurait pu être Weshden, ça aurait pu être Aya Nakamura, ça aurait Tout pu à être fait, Tipili. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que les gens prennent leur téléphone, ne vivent pas le moment, le vivent à travers leur écran. Pourquoi? Pour montrer aux autres qu'ils étaient à quelques mètres de l'artiste. Donc en fait, on rentre dans un truc où tu ne vis plus pour toi, tu vis pour devoir démontrer aux autres personnes. Pour courir derrière les likes, derrière les abonnements, derrière la fame et derrière le fait de vouloir percer autant que la personne qui est devant toi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est de devoir percer. Et je lui dis non, tout ça n'est qu'artifice. Et quand tu connais la situation et tu sais vers quoi on se dirige, tu te dis mais c'est perte de temps d'être ici. J'ai mieux à faire. Moi, je Et pourrais mettre j'avais- ma pierre à l'édifice. Ouais, et tu sais quoi, j'avais même fait un truc, je me rappellerai, je dois peut-être avoir la vidéo quelque part. Je revenais de la COP26. Je revenais de la COP26 quand j'ai eu cette soirée. Et je me rappelle, j'avais coupé le son et j'avais dit, parce que je sais comment ça se passe dans les soirées, j'ai dit s'il vous plaît, les gars, si vous voyez quelque chose qui va pas dans cette soirée, une fille qui ne se sent pas bien, protégez-la. S'il y a un gars qui déconne, ne laissez rien passer, appelez la sécurité, je dis ça. On entend. Et après, je dis, et je reviens de la COP26. Vous connaissez la COP26? Ouais, bouh, bouh.
C'est des jeunes, hein. Ils ont 18 ans, tout ce que tu veux. Bouh, je dis voilà, la COP26, on parle de climat. Les gars, l'avenir, il est sérieux. Engagez-vous politiquement. Ne laissez pas passer ça. Je dis ça en club, au Mirano. Et on t'a dit quoi après? Ah, ça crie dans tous les sens. Ils captent pas. Il n'y en a aucun qui a capté. Même après, t'as le gars de la soirée qui me dit Vince, franchement, les histoires climatiques, écologie, il faut laisser ça en dehors, c'est autre chose. Je le regarde, je fais non, c'est pas autre chose. Ton business, Il fonctionne pas un monde à +4, quoi. exactement. Je dis, tu te rends pas compte, mec. Et le gars est dans son déni. Et en fait, je sais que j'ai beaucoup déstabilisé beaucoup de gens dans mon entourage. Parce que j'ai tellement été radical. J'ai tellement je suis tellement passé de l'autre côté que ça a confronté les gens face à une certaine réalité qu'ils ne voulaient pas voir. Et j'avais beau leur expliquer, ce qui leur a dérangé, parce que mon entourage s'est effrité comme neige au soleil, jusqu'à des disputes, jusqu'à des pertes totales, soit de confiance, soit de relations professionnelles ou amicales. C'est parce que j'ai tellement décidé d'être dans ma vérité que j'ai compris que quand quelqu'un est dans sa vérité, et dans une vérité totale, mais qui dépasse la vérité qu'il croit lui-même, mais qui est une vérité qui est actée par les plus hauts niveaux de preuves scientifiques et qui sont démontrées, et que la personne prend ce discours-là et dit les gars, c'est comme ça, il faut arrêter de se voiler la face, ça dérange les autres. Parce que ça demande de remettre en question toute ton éducation, tous tes fondements, toutes tes croyances, toute ton histoire, tout le drapeau que tu as honoré pendant super longtemps. Ça demande de rechanger toute ta vision du monde et ça déstabilise profondément. Ouais, bah, j'imagine bien. Surtout en si peu de temps, le shift que tu as fait en si peu de temps. Mais aussi, ton job, il repose pas mal sur les réseaux sociaux à l'époque. Et là, tu te mets à parler climat, écologie, crise climatique, colonialisme, extractivisme. Comment c'est perçu par tes abonnés, ça? 2 temps. Premier temps, très mal. Des abonnements, critiques. D'ailleurs, même sur Facebook, je publie pas. J'ai 300 000 fans là-bas, 300 000 abonnés, parce que fans, ça ne plus rien dire. 300 000 abonnés, j'exploite même pas cette page tellement il y a du climato-scepticisme organisé. Et dès que je mets un truc, ouais, ça y est, t'es payé par Greta Thunberg, c'est que de l'attaque personnelle, comme je t'avais dit tout à l'heure. Et donc, ça déforce le propos parce que Facebook et tous les réseaux sociaux, lorsque tu viens d'une autre bulle, te force à rester dans cette bulle. Pourquoi? Parce que dès que tu vas vouloir sortir de ta bulle, eh ben, il va beaucoup mettre en avant à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui vont tous se mobiliser en commentaire et qui vont tous s'auto-liker les uns derrière les autres juste pour valider leurs croyances. Et donc toi, en fait, tu publies des trucs et ça déforce. Et d'ailleurs, une étude du CNRS est sortie il n'y a pas longtemps qui démontre en fait que bah, ça sert à rien de tenter de convaincre des climato-sceptiques, climato-dénialistes même, ou comme ils aiment bien s'appeler les climato-réalistes, hein, mais c'est pas du tout le cas. Ça sert à rien de tenter de les convaincre sur les réseaux sociaux. En fait, ça les renforce dans leur positionnement. Et ça leur donne de la visibilité et de l'engagement. Exactement, et donc ils ramènent d'autres personnes. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est bloquer, normalement, et les nier. Ce que je n'arrive toujours pas à faire, tellement je tombe sur des inepties et des conneries. Où je dis, c'est pas possible, il y a des Russes qui sont payés, qui payent des gens pour dire des conneries pareilles, tu vois, c'est pas possible le délire. Et donc, ces réseaux sociaux, Facebook, malheureusement, je dois encore avoir la stratégie, je réfléchis encore comment y revenir. Mais dans un premier temps, des abonnements, clash, et puis dans un second temps. Attends, mais t'es nouveau pas public. effrayé parce que tes revenus dépendent quand même en partie de ça aussi. Et tu vois ton nom. Ça a chuté comme une neige au soleil. Je gagne pas l'argent que je gagnais avant. Ah oui, ça j'imagine bien. Mais le stress que ça doit générer chez toi, de voir les gens qui partent et te... Ouais, c'est la plus grande peur des influenceurs. Mais complètement. C'est pour ça que j'adore discuter de ça avec eux. Parce que c'est leur plus grand stress. C'est le moment où ça part. Et ben tu sais quoi? Il faut y passer. Parce que c'est... Quand t'as été là dans la hype, quand t'as été dans le truc, trop bien, et que toi tu décides d'appuyer sur le bouton, entre guillemets, qui pourrait potentiellement autodétruire tout ce que t'as construit, en fait c'est génial. C'est comme si... J'ai la sensation d'être... euh, comme le gars qui arrive à se libérer en fait d'un poids. Et derrière, ce qui ressort derrière est génial. Mais en plus, oui, comme tu dis, c'est pas subi. T'as choisi. Voilà, tu t'es dit Ouais. maintenant, je vais parler de ça. Mais alors, je ne regrette jamais, mais il y a des moments, c'est de l'anxiété, tu sais. Parce qu'il y a la réalité de la thune, il y a Bien la sûr. réalité de plein de choses, il y a des enfants, il y a des choses. C'est une anxiété de malade qui tombe à des moments, quoi, et de devoir faire des stratégies. Mais bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, limite, tout doucement, mais sûrement, arrive après 1 an et demi à ramener de l'argent, à ramener des financements. Et je pense que d'ici quelques mois, on va me permettre, en tout cas, d'avoir 3 personnes qui en vivent. Ce qui est Donc, incroyable. c'est incroyable, mais à la fois,
c'est difficile quand tu sais que ton modèle économique n'est pas basé sur de la publicité. Je ne fais pas de pub. Même si demain, la seule pub que j'ai acceptée, c'est Colruyt encore, mais pas au nom de Limite, en mon nom, parce que l'éco-score, je trouvais que c'était utile. Mais je peux plus faire de produits même pour des produits. Même demain, on me dit ah Vince, on fait des t-shirts durables, localisés. Je ne peux même pas le faire parce que c'est continuer et perpétuer quelque chose. Alors oui, il faut créer une autre économie derrière. La publicité va rester, elle va perdurer. Mais, mais le problème qu'il y a, c'est que trop rapidement, si j'accepte avec l'un, T'as une demande de dingue derrière, t'as quoi. une demande et je peux pas contrôler tout. Et à un moment donné, le greenwashing, tu te fais aspirer par le greenwashing. Je veux dire, le moment où le upcycling devient ultra à la mode et qu'on remarque qu'il y a un marché qui génère de l'argent, H&M, Uniqlo, Zara, ils vont ouvrir le upcycling. Je te mets ma main coupée. Mais Dans les ça a 5 déjà années commencé, à venir. ça a déjà commencé, ils disent. Non, mais je parle de magasins attitrés, Ah oui. pas un rayon ou pas un petit truc à l'arrière, parce que tu as toujours un petit truc à l'arrière, ouais, venez déposer vos vêtements, nanana. Je parle vraiment d'un magasin avec une nouvelle locotisation où on ne te vend rien de neuf et que le marché va se réapproprier ça. Et dans un sens, c'est bien. Mais de nouveau, comment tu veux contrôler, comment tu veux mesurer, comment tu veux vérifier. Et puis quand bien même, ok, on a réduit. Mais est-ce que le but, c'est de nouveau de s'acheter plein de vêtements? Bien sûr, on ne Et- réduit et- pas la consommation. C'est ça, exactement. Parce que même si c'est de l'upcycling, tout ce que tu veux, bah, faut l'énergie, faut le transport. Voilà, t'as compris le truc. Et de nouveau, si c'est de l'upcycling qui est fait par des Chinois ou des Indonésiens de l'autre côté de la planète, Dans des conditions pourraves. Ouais. exactement, voilà. Et le problème, c'est que le système fait ça. Il fait ça. Sinon, il ne pourrait pas s'enrichir. Il pourrait pas, les milliardaires ne pourraient pas exister. Donc, c'est sur cette base-là. Mais alors, du coup, moi, je suis dans un principe où je me dis, limite, la publicité, c'est compliqué. Et on essaie de partir dans un modèle sans pub, plus d'éducation. Mais c'est pas là-dedans qu'on se fait du cash. Ce qui me fait bien sourire, parce que sur les réseaux, on m'attaque beaucoup en me disant ah ouais, ça y est, tu as trouvé ton fonds de commerce, ton business model. Je dis, bah, les gars, si vous saviez à quel point c'est un Ça outil rapporte bazar. pas tant que ça, ouais, clairement. Mais du coup, on va faire un peu marche arrière parce qu'on parle blindé de limites là. Quand c'est au même moment, donc tu as ton switch et là tu te dis je vais créer limite ou ça vient après. Alors, Et qu'est-ce que c'est limite? Parce que moi je sais, mais peut-être que nos Ouais, auditeurs auditrices ne savent pas. rapidement, c'est une plateforme média qui a pour vocation de vulgariser les enjeux autour des limites planétaires et de l'anthropocène. Dans les limites planétaires, il y en a 9. Si on retire la couche d'ozone, il y en a 8 qui est partiellement réparée. L'idée, c'est de vulgariser, de comprendre les enjeux géostratégiques, géopolitiques, de ressources, d'énergie, de changement climatique, enfin, voilà, vers quel monde on est en train de se diriger et quelles sont les multiples possibilités, et tout en gardant la justice sociale et la justice climatique en son sein. Donc en fait, avoir des conversations pour que l'humain et le vivant deviennent la préoccupation primordiale. Les humains, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils naissent. Pas Bernard Arnault ou Bolloré ou des trucs dans le genre, quoi. Ou Musk ou Zuckerberg. Et donc c'est ça limite. Et alors c'est particulier, c'est-à-dire que lorsque j'ai compris tout doucement mais sûrement ce qui est en train de se passer, j'ai fait des médias et de la radio toute ma vie. Le premier truc que je me suis dit, c'est comment je me débrouille là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir une ferme en permaculture, je fais quoi? Faut être logique. Des monsieur et madame tout le monde comme moi, on a un métier, on a une formation, on n'a pas l'âge pour aller se reformer. Et si on veut se reformer, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il n'y a pas des facilités. Je veux dire, il y a pas. Moi, je ferai un plan de transition de métier, un plan carré en mode OK, transition écologique, transition des métiers. Pendant 1 an, vous êtes tout frais payé, blanchi. Pendant 2, 3 ans, vous relancez des études dans quelque chose qui permet de le. Enfin voilà, moi, c'est le genre de truc politique que je mettrai en place. Mais soit, ça n'existe pas. En tout cas, pas pour tenir. Et ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dis OK, comment je transforme moi? Comment je fais une transition de mon métier? Avec ce que je sais faire. Ce que je sais faire, exactement. Et donc, j'ai réfléchi, et limite est à 5%, même pas peut-être à 1% de cette idée générale, mais j'ai réfléchi en fait à une plateforme média, qu'elle soit télévision, radio, nouveaux médias, réseaux sociaux, tout ce que tu veux, qui est en adéquation avec les limites planétaires. Donc dans son administration, dans sa comptabilité, dans sa méthode de fonctionnement, dans son narratif, dans son éditorial, dans sa manière de travailler avec les collaborateurs, dans sa manière d'avoir du matériel, de consommer, de se déplacer, les transports, tout a été réfléchi. Ok, il faut transitionner le monde, il faut transitionner les médias, voilà par quoi ça passe. Voilà ce qu'on ne peut plus faire, tac, tac, tac. Et en cochant les cases, je me dis, ok, ça c'est quelque chose qui est durable. Bah forcément, la RTBF, j'aurais proposé. Hein. Ah, tu leur as pitché le projet? Génial l'idée, trop bien, mais la pub, bon voilà, bah oui, la RTBF qui pourtant a des fonds publics, Vit énormément de la 30%, pub.
c'est la pub et la pub t'y touche pas. Ils ont touché, Écolo a touché à la publicité sur la première, juste sur la première le matin, en retirant les pubs le matin, en réduisant ça. On parlait que de ça à l'RTBF. C'était comment ils ont osé faire ça. Donc t'imagines, moi j'étais le gars à l'RTBF en disant non les gars, il faut qu'on retire toute forme de publicité. Tant qu'on a de la pub, on pourra jamais parler concrètement des enjeux. Parce que les enjeux vont contre je veux dire, on a compris, c'est 250 mêmes sociétés dans le monde, si tu remontes à toutes les filiales, qui se partagent toutes les publicités. Ah, complètement. 250. Donc tu dis, enfin, il faut que je revoie les chiffres, mais non, Mais c'est une poignée, en effet. Oui. c'est vraiment ridicule. Et donc tu dis, ok, et on sait que votre modèle n'est pas viable, ne permet pas l'habitabilité de la Terre sur le long terme. Bah, donc il faut vous supprimer. Mais alors eux ils disent, oui, mais alors il faut légiférer, il faut que ça passe par l'État, il faut qu'on vote, c'est le fait. Et nous, on fait ce que l'État aura décidé. Non, vous pouvez déjà très bien le décider, vous avez des comités d'éthique, etc. Mais ces questions-là. Ouais, on pourrait mettre une charte commencent. interne, bien sûr. Mais c'est trop lent, c'est encore trop lent. Et donc j'ai proposé, va des rétro Satanas. J'ai proposé la vidéo avec Janko que j'ai fait sur le tas, et tout le monde l'a trouvé génial, personne n'a eu le courage de la publier. Je me suis barré, j'ai publié, et voilà. Et maintenant, Limite est né. Et à quasiment 1 an et demi, c'est ça? Ouais, c'était première publication, bientôt 2 ans, 21, là nous tournons ce podcast, nous sommes début août 2023, et on avait lancé ça fin 2021, je crois le 17 décembre 2021. Waouh, félicitations en tout cas. Merci. Du coup, dernière petite question avant de te laisser repartir. Même si c'est déjà fini. Merci. L'eau, attends, il est quelle heure là? Mais il est déjà 5 heures, ça fait déjà ouais. quasi 45 minutes qu'on parle, ouais, Wow. C'est fou. Hein. Dernière petite question, c'est quoi le futur de... Enfin déjà, c'est quoi ton quotidien là Et c'est quoi l'évolution que tu prévois pour Limite et toi-même? Alors, commençons par Limite, je pense. L'idée, c'est de pouvoir collaborer avec des personnes et de pouvoir enfin être peut-être plus réactif sur l'actualité. Nous, on aime bien parler de la systémique. Donc, on aime bien à parler de sujets intemporels. Tu peux regarder la vidéo quand tu veux, c'est toujours d'actualité. On est des grands fans ici. Hein. Ah bah voilà, merci. Et pourquoi j'aime bien ça? Parce que il y a le piège de l'actualité qui fonctionne sous forme de snacking, mais donc pour ta mémoire à court terme. Donc tu vas retenir l'info, mais si je te demande c'était quoi l'actualité d'il y a un mois, n'importe quelle personne va dire je sais pas. Tiens, Mohamed Ali, il est mort, il est encore en vie, tu vois. Ah, il est mort quand? Je sais pas, il est mort quand? Enfin, tu vois, l'actualité aujourd'hui, elle sert juste à la publicité. C'est juste par là, c'est la curiosité du monde, c'est susciter un petit peu notre intérêt. Oh, comment ça se passe là-bas? Oh, c'est la misère, oh, c'est horrible là-bas. Mais ça nous excite en quelque sorte de voir, tiens, il y a une guerre, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, je parle de monsieur, madame, tout le monde, hein. Je parle pas de personnes qui ont travaillé ces questions-là. Mais donc la publicité se nourrit de ça, parce que tu mets le moment où les pubs coûtent le plus cher, c'est avant le journal de 20h en France, tu vois. Donc tu as compris que c'est un intérêt. Et que c'est ça qui permet juste à ce que ça fonctionne, hein. Sinon il n'y aurait pas d'actualité, sauf sur les chaînes publiques. Et quand tu comprends ça, tu te dis que pour Limite, tu voudrais essayer de garder quelque chose qui n'est pas sur l'actu. Mais malgré tout, faut qu'on le fasse. Parce que si on veut se faire connaître, on doit un peu plus parler de ce qui se passe là maintenant, tout de suite à chaud. Parce que les gens fonctionnent comme ça. Et que là, les algorithmes fonctionnent comme ça, t'as pas vraiment le choix. Ça, c'est vraiment, et c'est aussi ça. Et l'idée, c'est de pouvoir faire plus de terrain, retourner dans les écoles avec Limite, comme je le faisais pendant des années, de pouvoir faire enfin plus de conférences. On a fait quand même pas mal l'année dernière, je pense une trentaine, non une vingtaine, pardon. L'idée c'est d'en faire aussi plus, de former des gens qui vont faire ces conférences, d'être plus sur le terrain quand il y a un événement, quand on lutte contre le minage des fonds marins, quand tu as toute l'équipe qui part à Strasbourg pour faire en sorte que des lois correctes passent, notamment pour la régénération du vivant et tout ça. Tout ça, plus se dire, ok, là on a l'opportunité maintenant d'envoyer des gens et d'y aller et d'être sur le terrain pour montrer ce qui se passe à notre façon. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait espérer. J'espère vraiment. Et voilà, et puis moi, me concernant, c'est de garder le cap, quoi. De garder le cap, d'essayer aussi d'être là pour les enfants et être là pour les personnes qui ont besoin de moi. Écoute, c'est déjà incroyable tout ça et c'est ce que je te souhaite, en tout cas c'est ce qu'on te souhaite. Je crois que le vrai kiff, c'est que limite on fasse notre truc, on veut pas être trop gros, on veut pas être trop petit, on veut juste essayer de trouver le juste milieu et que ça nous permette juste de vivre
et qu'en nous permettant de vivre, on peut à ce moment-là vraiment vivre et se dire ok, on veut partir au Sénégal, je suis d'origine sénégalaise avec la famille, se dire là, vu comment fonctionne notre truc, on peut prendre le temps d'y aller à notre aise, en vélo, ça prend du temps, mais Ce serait incroyable. Le faire tout doux. En fait, moi je pense que l'idéal que j'essaie d'atteindre, c'est d'avoir une vie où on peut prendre le temps d'aller quelque part et de vivre le voyage, de vivre l'instant présent, sans que l'argent devienne une pression. Et soit je deviens millionnaire, mais alors j'aurais foutu de la merde et je me donnerais bonne conscience, ça marche pas. C'est réduire, ralentir drastiquement le niveau de vie et gagner ce qui permet et essayer de s'arranger avec ça. C'est l'idéal. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à construire, de travail à faire personnel et voilà. Mais en tout cas, j'essaie de prendre cette direction-là et voilà. Merci. C'était incroyable, c'est un parfait mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Vince d'être venu au micro d'Épicéa et à bientôt. Merci Lo, c'est gentil. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.